Du tout premier regard jusqu'à un lien qui dure, le chemin de la connexion humaine, c'est tout un labyrinthe. Alors, est-ce que c'est un art, quelque chose qui repose sur l'authenticité, ou est-ce que c'est plutôt une stratégie, remplie de tactiques? Aujourd'hui, on va essayer de décoder ensemble ce cycle fascinant. Bon, allez, on plonge direct dans le vif du sujet. On a tous et toutes déjà entendu une phrase d'accroche de ce style. C'est, comment dire, c'est direct, un peu osé, et ça sent la réplique piochée dans une liste des meilleures phrases sur Internet. C'est vraiment l'exemple parfait de l'approche stratégique, de la tentative de créer un court-circuit, de surprendre. Mais soyons honnêtes une seconde. Ah, voilà la question qui tue. Si toutes ces stratégies aient été si géniales, pourquoi est-ce qu'elles finissent si souvent par créer un gros malaise? Pour le comprendre, en fait, il faut remonter bien avant les mots, au tout début du cycle de la connexion. Tout commence ici, dans ce qui n'est pas dit, dans le subtil, dans le langage du corps. C'est la toute première phase et c'est peut-être la plus importante, parce que c'est elle qui pose les bases de tout ce qui va arriver après. Et là, on a deux écoles qui s'affrontent. D'un côté, il y a l'approche subtile, réciproque, un petit jeu de regard furtif qu'on esquive, une imitation discrète des gestes de l'autre. C'est une sorte de danse. Et de l'autre côté, on a l'approche de domination visuelle. On verrouille le contact, on fixe un œil pour montrer qu'on n'est pas intimidé du tout. Là, c'est plus une affirmation de pouvoir, une stratégie pour sortir du lot. Mais au-delà de toutes ces stratégies, la science, elle, nous montre qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Une posture ouverte, par exemple, avec les bras non croisés, ça indique tout de suite la confiance, l'accessibilité. Et il y a aussi le fameux sourire de Duchenne, vous savez, celui qui fait plisser les yeux. Il est reconnu comme un signe de joie vraiment sincère. Et puis, il y a toutes ces micro-expressions, comme se toucher le visage, qui trahissent une nervosité positive, souvent un signe d'attirance. Bon, une fois que les signaux silencieux sont passés, eh bien, il faut parler. Et c'est l'étape où tout peut se construire, ou alors s'effondrer de manière assez spectaculaire. Je suis sans voix. Cette blague, trouvée sur un forum, c'est l'exemple parfait de comment l'humour peut complètement rater sa cible. Le but de l'humour, c'est de créer une émotion positive qu'on partage. Là, on crée surtout de la confusion et un profond malaise. Alors, comment on fait pour faire mieux? En fait, la méthode est très simple, presque évidente. Tout commence par un engagement simple, sans phrase choc. Ça se prolonge avec des questions ouvertes. Mais le point le plus crucial, c'est celui-ci. Écoutez plus qu'on ne parle. C'est ça qui permet de créer un lien qui pourra ensuite être renforcé par des activités en commun. Et tout ça, ça nous ramène à l'humour. D'un côté, il y a l'humour qui connecte, celui qui utilise l'autodérision pour montrer qu'on a confiance en soi et créer une émotion partagée. De l'autre, on a un humour stratégique, beaucoup plus agressif. On utilise le sarcasme, on imite l'autre, on le qualifie d'anormal, tout ça pour le déstabiliser et prendre le dessus. Deux approches, deux intentions qui sont aux antipodes, l'une de l'autre. Et maintenant, pour rendre les choses encore plus intéressantes, ajoutons une couche de complexité. Est-ce que les hommes et les femmes communiquent vraiment de la même façon? Eh bien, les neurosciences et notre histoire ancestrale semblent dire que non, pas vraiment. Des études montrent que le cerveau masculin a ce qu'on appelle une latéralisation plus rigide. En gros, les zones du langage sont surtout dans l'hémisphère gauche. Ça mène à une pensée très linéaire, conçue pour accomplir des tâches les unes après les autres. C'est un peu l'héritage du chasseur, super concentré sur sa proie, en silence. Face à un problème, le réflexe, c'est de se taire pour le résoudre. Chez la femme, c'est une autre histoire. Les zones du langage sont réparties dans les deux hémisphères, ce qui connecte le rationnel et l'émotionnel. Parler, ce n'est pas juste un échange d'infos, c'est un moyen de tisser un lien, de construire la relation et aussi d'évacuer le stress. En moyenne, une femme peut prononcer jusqu'à 2 fois plus de mots par jour qu'un homme. Et ça illustre parfaitement le résultat. Elle parle pour partager, pour se connecter. Lui, il écoute, et son cerveau de chasseur cherche la solution au problème. Donc, quand elle veut juste de l'écoute, lui, il propose un plan d'action. D'où la fameuse phrase « Avant que tu parles, si j'ai besoin de ton avis, je le demanderai ». C'est un vrai dialogue de sourds, mais neurologique. Ok, la connexion est établie, la communication fonctionne, plus ou moins. Mais maintenant, on va où? C'est le grand carrefour. Est-ce que c'est de l'amour ou de l'amitié? Et parfois, les frontières sont vraiment floues. Les psychologues, eux, s'accordent sur 3 différences fondamentales. D'abord, tout tourne autour de l'exclusivité. C'est la norme en amour, mais pas du tout en amitié. Ensuite, bien sûr, le sexe, un pilier du lien romantique, notamment via l'ocytocine, la fameuse hormone de l'amour. Et enfin, il y a le projet de vie. Les couples construisent un avenir commun, alors que les amis, eux, ont des vies qui cheminent en parallèle.
Et cette citation de Michel Tournier, elle ajoute une dimension essentielle. On peut aimer sans que ce soit réciproque. C'est tout le drame de l'amour non partagé. Mais une amitié à sens unique, ça n'existe tout simplement pas. La réciprocité, c'est son fondement même. Cet exemple, tout droit venu de Reddit, montre ce qui arrive quand on franchit les lignes. La blague de cette femme, en offrant sexuellement son fiancé à un ami, explose les codes de l'exclusivité et du respect. L'ami est super gêné, le fiancé est blessé. Ce n'est plus de l'humour, c'est une remise en question totale des frontières qui définissent leur couple par rapport à leur amitié. On a parlé des signaux, des mots, des types de relations. Mais très souvent, le plus grand obstacle, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de nous. Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps. Cette phrase, elle est juste incroyable. Il ne voit pas ses échecs comme des défaites, mais comme des étapes obligatoires pour réussir. C'est un état d'esprit qui s'applique à la perfection aux relations. Se prendre un râteau, ce n'est pas un échec, c'est juste une expérience. Et à l'exact opposé du mental de Jordan, il y a le poison d'une faible estime de soi. Ça crée un sentiment de solitude, des relations tendues, parce que la peur d'avoir mal nous empêche de nous ouvrir vraiment. C'est un cercle vicieux qui peut nous paralyser avant même d'avoir fait le premier pas. J'adore cette métaphore, elle est géniale. Le mur, c'est le rejet, c'est l'échec. La trajectoire, c'est l'objectif, créer une connexion, passer un bon moment. Si on passe son temps à fixer le mur, devinez quoi? On fonce dedans. Si on se concentre sur la trajectoire, on a une chance de réussir le virage. Le but, ce n'est pas d'éviter le rejet à tout prix, c'est de viser la connexion. Alors, au final, après avoir exploré tout ça, on en revient à notre question de départ. Faut-il aborder les relations avec un cœur ouvert, en essayant de maîtriser l'art subtil de l'écoute et de l'authenticité, ou est-ce qu'il faut plutôt s'armer de stratégies, de techniques de domination, d'humour calculé? La réponse, évidemment, n'est pas simple. Mais peut-être que la meilleure stratégie, au fond, c'est de ne pas en avoir. Peut-être que le plus grand risque et la plus belle des récompenses, c'est simplement d'oser être sincère.